La bataille de Trafalgar, qui a eu lieu le 21 octobre 1805, faisait partie de la guerre de la Troisième Coalition pendant les guerres napoléoniennes. Ce conflit opposait les Britanniques aux forces espagnoles et françaises, tandis que Napoléon Bonaparte préparait l'invasion du Royaume-Uni. La victoire qui en a résulté du côté britannique a aidé à établir le pays comme une force dominante avec laquelle il fallait compter et a contribué à la chute éventuelle de Napoléon. Le 27 mars 1802, la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne et les Pays-Bas ont signé le traité d'Amiens, puis la République batave, marquant la fin du conflit et forçant plusieurs de ces pays à abandonner des îles colonisées. Le traité visait à maintenir la paix en Europe, mais la fin des guerres napoléoniennes n'avait été qu'une pause. Et après 14 mois, la trêve fut rompue et le répit prit fin. Entre 1803 et 1805, la Grande-Bretagne resta sur la défensive. Ils ne cherchèrent pas à attaquer les Français, mais utilisèrent plutôt une stratégie défensive en attendant que leur ennemi fasse le premier pas. À la fin de 1804, les Français, dirigés par Napoléon Bonaparte, s'associèrent à leurs alliés espagnols pour augmenter la taille de leur flotte navale et ainsi permettre à la France d'affronter la Grande-Bretagne. Napoléon voulait envahir la Grande-Bretagne pour éliminer son principal rival avant de conquérir l'Europe. Il pensait que si ses hommes atteignaient les côtes britanniques, ils pourraient obtenir une victoire rapide et décisive, a déclaré Derek Frisby, historien militaire et professeur associé à l'Université d'État du Middle Tennessee. Citation : « Si Napoléon voulait régner sur l'Europe, il devait s'occuper de la Grande-Bretagne. Il a dit « Nous devons tenir la Manche 6 heures et faire passer nos hommes. Après, tout sera fini et nous dominerons le monde. » Fin de citation. Mais affronter la Royal Navy ne serait pas simple. Admirée et redoutée dans le monde entier, elle avait déjà vaincu les Français à la bataille du Nil en 1798. Les Britanniques étaient menés par le vice-amiral Horatio Nelson lors de cette bataille. Célèbre pour sa grande compréhension des tactiques de guerre navale et ses actions innovantes, ainsi que pour son mépris occasionnel des ordres de ses supérieurs, Nelson était le choix évident pour diriger la bataille de Trafalgar. Bien que les navires britanniques aient été touchés par des réductions de coûts et que la marine ne disposait que de 27 navires contre 33 pour la flotte franco-espagnole réunie, le plan de bataille de Nelson allait reposer principalement sur les compétences et l'expérience de ses hommes, plutôt que sur le nombre de navires qu'il commandait. En septembre 1805, Nelson rejoignit la flotte britannique près de Cadix en Espagne et présenta son plan de bataille. Il voulait anéantir la flotte française pour stopper leur plan d'invasion de la Grande-Bretagne et libérer les Britanniques de leur position défensive. Les batailles navales de l'époque étaient souvent menées par chaque camp en prenant position sur une seule ligne de bataille, ce qui aidait à éviter les tirs amis. Et c'était bien moins chaotique que l'ancien style de combat rapproché, les affrontements en 1 contre 1. Nelson voulut couper la ligne adverse en 3, faisant avancer ses hommes en 2 colonnes à 90 degrés de celle de Napoléon. Il espérait qu'en brisant la ligne devant le Bucentaure, le navire amiral français serait atteint. Ils empêcheraient ainsi les petits navires de voir ces signaux et les retireraient temporairement du combat. Si cela fonctionnait, le plan de Nelson leur permettrait d'approcher vite les flottes adverses, même lors de petits combats que les Britanniques le pensaient les gagner. Cela obligerait aussi les navires en tête à faire demi-tour pour soutenir l'arrière, ce qui prendrait du temps. De même, il faudrait un certain temps aux Français pour se mettre en position afin de pouvoir tirer. Le vice-amiral Cuthbert Collingwood se dirigerait vers l'arrière, tandis que Nelson mènerait sa flotte vers le centre. Nelson fit peindre la flotte britannique avec le damier de Nelson un motif jaune et noir audacieux. Cela rendrait leurs navires plus reconnaissables pour éviter les tirs amis. Le principal problème pour les Britanniques avec cette stratégie était le risque de tirs de canon vers la proue de leurs navires. Cependant, Nelson savait par expérience que les artilleurs français et espagnols étaient peu entraînés. Il pensait qu'ils tireraient difficilement avec précision, surtout à cause de la forte houle rendant leurs navires instables et leurs visées moins précises. Derek Frisby a noté que les Français, peu compétents et utilisant une poudre à canon de mauvaise qualité, avaient des armes inférieures. Citation :
Les artilleurs britanniques pouvaient probablement tirer 3 ou 4 fois avant que les Français ne tirent une seule fois. Fin de citation. Il a ajouté qu'un survivant espagnol a déclaré que le conflit était si effrayant que c'était comme si le diable chargeait les canons. Napoléon pensait que les flottes françaises et espagnoles en Méditerranée et à Cadix devaient tout briser le blocus britannique pour se retrouver dans les Caraïbes. Ils aideraient d'autres flottes alliées bloquées, puis nettoieraient la Manche des navires britanniques pour permettre aux Français de naviguer vers la Grande-Bretagne et d'envahir les Français. Et les Espagnols prévoyaient de tirer sur les mâts des navires ennemis à mesure qu'ils s'approchaient, après quoi ils monteraient à bord des navires ennemis pour un combat au corps à corps. Le vice-amiral Pierre-Charles Villeneuve serait en charge des flottes françaises et espagnoles. Peu avant la bataille, il affirmait que les Britanniques adopteraient des tactiques non conventionnelles lors du conflit. Il aurait perdu son sang-froid après plusieurs rencontres manquées avec Nelson et les Britanniques. En mars de cette année-là, Nelson poursuivit Villeneuve après qu'il eut échappé au blocus britannique et rejoint une flotte espagnole tout en évitant Nelson. Sur le chemin du retour vers la côte espagnole, il tomba sur une autre flotte britannique. Il réussit à s'enfuir, mais finit par se retrouver piégé au port de Cadix peu de temps avant que les deux camps ne s'affrontent. Nelson, à bord du His Majesty's Ship Victory, utilise des drapeaux pour envoyer un message inspirant aux autres navires britanniques. Il voulait à l'origine dire, je cite, « Nelson confie que chaque homme fera son devoir ». Fin de citation. Les hommes ont souligné que Nelson devait être remplacé par l'Angleterre et que confie n'apparaissait pas dans le livre des signaux. En conséquence, son slogan est devenu, je cite, « L'Angleterre attend que chaque homme fera son devoir ». Fin de citation. À 6 heures du matin, le 21 octobre, les deux flottes adverses se sont aperçues et Nelson a ordonné à ses hommes de se préparer au combat. Les Français naviguaient en ligne près du cap Trafalgar, promontoire espagnol. Ce n'est que quelques heures plus tard, à midi, que Villeneuve a ordonné à ses hommes d'engager l'ennemi. Le Faugeur a ouvert le feu sur le Royal Sovereign, navire amiral du vice-amiral Collingwood. La flotte franco-espagnole comptait 30 000 hommes et plus de 2500 canons contre seulement 17 000 hommes et 2148 canons pour les Britanniques. Malgré les désavantages, Nelson garda son sang-froid. Il se trouvait dans l'une des deux colonnes parallèles. Au début de la bataille, une confusion régna car la flotte adverse n'était pas en ligne serrée mais répartie en groupes inégaux. De plus, il n'était pas évident quel navire était le vaisseau amiral français. Alors que les deux camps se rapprochaient, un marin britannique s'en souviendra plus tard. Citation. Pendant ces préparatifs importants, l'esprit humain avait amplement le temps de méditer. Car il était clair que le sort de l'Angleterre dépendait de cette bataille. Fin de citation. Les Britanniques naviguaient en deux colonnes, tandis que Français et Espagnols formaient une ligne tordue. Les Britanniques arrivèrent de l'ouest à angle droit, Nelson fonçant vers la flotte ennemie avant de virer brusquement vers le point d'attaque. Collingwood fit de même et Villeneuve ordonna l'attaque à ses hommes vers midi. En tirant sur le Royal Sovereign lui-même fut touché peu après par plusieurs navires neufs français et espagnols, avant de briser la ligne à l'arrière du navire amiral espagnol Santa Ana et de tirer ses canons sur son flanc. Derrière le Royal Sovereign venait le Belle Isle, qui fut rapidement dématé après les attaques de plusieurs navires neufs français, dont le Fogo et le Victory. Le navire amiral de Nelson, ciblé par les Français, perdit sa barre de gouvernail et dut être dirigé à la barre franche sous le pont. Après 40 minutes de combat, le Victory réussit à couper la ligne entre le Bucentaure et le rais de table et tira ses canons à travers la poupe du Bucentaure, causant plus de 200 victimes et dématant le navire, le retirant complètement de l'action. Les Français pensaient que les Britanniques aborderaient le Bucentaure, mais ceux-ci ne le firent pas. Le Victory attaqua le rais des tables, dont l'équipage tenta alors d'aborder le Victory. Dans le chaos, un tireur d'élite blessa Nelson à l'épaule. La balle traversa une artère pulmonaire et resta dans sa colonne vertébrale. Il fut transporté en urgence sous le pont et soigné par le chirurgien William Beatty qui avait déjà fort à faire. Le Victory arrêta le feu quand les canonniers furent appelés sur le pont pour combattre.
Les membres d'équipage tentant d'embarquer depuis le Redoutable furent rapidement repoussés sous le pont lorsque les Français lancèrent des grenades au moment même où les Français se préparaient à aborder le navire. Le Téméraire, second navire de la colonne du Victory, s'approcha du Redoutable et tira sur l'équipage français exposé, faisant des dizaines de victimes. À 14 heures, le Redoutable ne comptait plus que 99 hommes valides, plus de 600 membres d'équipage souffrant de graves blessures. En conséquence, le capitaine Jean Lussaire se rendit. Le Bucentaure fut isolé par 2 navires britanniques, dont le Victory, et le Santisma Trinidad français isolé puis submergé, menant à une reddition. La situation était sombre pour les Espagnols et les Français. Dans les heures suivantes, les commandants du Bahama et du San Juan Nepomuceno furent tués. Après avoir ordonné à ses hommes de ne pas se rendre, Villeneuve se rendit à 14h15. Après les redditions, les Britanniques prirent 21 navires ennemis sans perdre les leurs, malgré un début difficile où le Victory et le Royal Sovereign furent lourdement endommagés. Nelson mourait de ses blessures et ordonna à la flotte de jeter l'ancre, sachant qu'une tempête approchait plus tard dans la journée. Quand la tempête arriva, de nombreux navires français et espagnols, endommagés ou capturés par les Britanniques, coulèrent ou s'échouèrent. Nelson finit par mourir, succombant à ses blessures à 16h30, environ 3 heures après avoir été touché à l'âge de 47 ans. Plusieurs navires à l'arrière de la formation franco-espagnole, restés indemnes en fin de bataille, tentèrent de secourir les navires endommagés. Cependant, le contre-amiral Pierre Dumenoy Lepelle n'a pas percé et a emmené 4 navires hors de l'escarmouche. Il avait d'abord prévu d'obéir aux ordres de Villeneuve et de se rendre à Toulon le 22 octobre. Il a changé d'avis en se rappelant que le contre-amiral Thomas Louis, avec les Britanniques, patrouillerait une section de la mer sur la route de Lepelle. Il a donc dirigé ses navires ailleurs, mais ils ont été capturés le mois suivant à la bataille du Cap Ortegal. Le feu a finalement cessé à 17h30 et seulement 11 des navires espagnols et français ont pu retourner à Cadix. Parmi ces 11 navires, seuls 5 étaient jugés aptes à naviguer. 2 jours après la bataille, le 23 octobre, les commandants français et espagnols envisagèrent de récupérer certains de leurs navires perdus. Face aux Britanniques, ils constatèrent leur infériorité numérique et abandonnèrent l'attaque. Collingwood choisit aussi de ne pas attaquer les forces alliées après avoir ordonné à ses hommes de larguer leur prise pour préparer une nouvelle bataille. À cause de l'orage, Français et Espagnols récupérèrent à Cadix 2 navires espagnols, le Santa Ana et le Neptuno, abandonnés par les Britanniques. Sur le retour vers l'Espagne, le Neptuno fit naufrage près de Rota à cause de la mer agitée, tandis que le Santa Ana atteignit le port. Inspirés par la mission de sauvetage, les équipages de plusieurs navires capturés finirent par se révolter contre les Britanniques pour reprendre leurs navires. Beaucoup furent retrouvés naufragés dans les jours suivants, dont l'Igler et le Bucentaure. Lors de la bataille éprouvante de Trafalgar, les Britanniques n'en perdirent 449 hommes tandis que 1217 autres furent blessés. En comparaison, les pertes françaises et espagnoles furent bien pires. Plus de 4400 hommes furent tués, plus de 2500 furent blessés et environ 21 000 furent faits prisonniers. Le 27 octobre, Collingwood négocia avec le gouverneur de Cadix la libération des soldats espagnols blessés contre celle des prisonniers britanniques. Les Français se joignirent plus tard à cet accord d'échange de prisonniers. Le vice-amiral Villeneuve, capturé après sa reddition, fut envoyé en Angleterre puis libéré et rentra en France. Villeneuve tenta de réintégrer l'armée, mais sa demande resta lettre morte et il ne reçut aucune réponse. Le 22 avril 1806, il fut retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à Rennes, une ville du nord-ouest de la France. Villeneuve avait reçu 5 coups de couteau au poumon gauche, un autre au cœur, et aurait laissé une lettre de suicide à sa femme. Bien que sa mort soit vue comme un suicide, de nombreux historiens ont débattu de sa disparition au cours des siècles suivants, d'autant plus que la presse britannique de l'époque avait émis l'hypothèse qu'il avait été assassiné par Napoléon pour son échec lors de la perte de la bataille de Trafalgar.
La flotte britannique a rapporté le corps de Nelson en Angleterre. Collingwood a évoqué la mort de son ami. Je cite: « La mort à jamais déplorée du vice-amiral Lord Vicomte Nelson, duc de Brontë, commandant en chef qui est tombé lors de l'action du 21 dans les bras de la Victoire, couvert de gloire. Sa mémoire sera à jamais chère à la marine britannique et à la nation britannique, et son zèle pour l'honneur de son roi et pour les intérêts de son pays restera toujours un exemple éclatant pour tout marin britannique. » Fin de citation. Nelson reste aujourd'hui l'une des figures les plus respectées et héroïques de l'histoire britannique. Plusieurs monuments honorent sa mémoire, dont la colonne de Nelson à Trafalgar Square à Londres et le monument Nelson sur Carlton Hill à Édimbourg. La défaite française à Trafalgar a ruiné les projets de Napoléon d'envahir la Grande-Bretagne, selon l'historien Derek Frisby. Citation: « Sans le contrôle de la mer, l'Angleterre sera toujours là, comme une épine dans votre flanc. Même en conquérant toute l'Europe, sans la logistique navale pour déplacer vos approvisionnements, vous restez désavantagés. » Fin de citation. Après la défaite de Napoléon, en 1815, les Britanniques restèrent une puissance maritime jusqu'à être défiés par les Allemands lors des deux guerres mondiales. En 1806 et 1807, ils subirent de lourdes défaites contre les Espagnols après avoir tenté de contrôler les colonies espagnoles en Argentine et en Uruguay. Bien que la bataille de Trafalgar n'ait pas vraiment influencé les guerres napoléoniennes jusqu'en 1815, elle a prouvé l'habileté de la marine britannique et expliqué la domination maritime de la Grande-Bretagne.